Des murs de 3 mètres de haut sont intacts, sous les routes touristiques de Luxor. À l'intérieur des maisons, des fours gardent encore les cendres du dernier feu. Des récipients massifs en céramique sont remplis de grains intacts. Sur les tables, des outils et des moules en or restent exactement là où les artisans les ont laissés au milieu d'une journée de travail. Ceci n'est pas une tombe, c'est une métropole entière qui a cessé de respirer en un seul instant. Mais le véritable choc est caché sous le plancher. Des archéologues ont excavé le sol d'un salon et ont trouvé un squelette humain, les bras tendus, les genoux violemment attachés. Dans le pâté de maisons voisins, des cadavres entiers de taureaux adultes ensevelis à l'intérieur des chambres où les familles dormaient. Des rituels de contention et de désespoir bizarres au sein de l'environnement domestique. Cette métropole n'a pas souffert de guerre, de catastrophes naturelles ou de famine. Elle a subi un effacement. Des portes entières ont été scellées avec des sceaux de l'État. Une gigantesque zone d'exclusion a été créée du jour au lendemain. Des tonnes de bronze, de verre et de pierres précieuses ont été abandonnées dans le désert et, pendant 3000 ans, aucun pillard n'a osé y entrer. Que s'est-il passé dans ces labyrinthes surveillés qui a forcé un empire à verrouiller sa ville la plus riche et à la condamner à l'oubli absolu? Le crime historique parfait est sur le point d'émerger. Nous croyons que l'histoire est un livre ouvert, écrit dans les pierres et les monuments, immunisé contre les mensonges des hommes. Mais et si le sable du désert n'était pas seulement un cimetière d'empire, mais plutôt un coffre-fort conçu pour cacher ce qui ne devrait pas être vu? Pendant des siècles, l'égyptologie officielle nous a vendu un récit propre, organisé et linéaire. Une succession de dieux, de pharaons et de monuments grandioses. On nous a dit que la vallée des rois et les complexes de Luxor avaient déjà révélé tous leurs grands secrets. Qu'après Toutankhamon, l'Égypte ancienne n'avait plus la capacité de choquer le monde moderne. Ils avaient tort. Sous nos pieds, sous les routes touristiques où des millions de personnes ont marché, dormait une anomalie. Pas une tombe, pas un temple, mais une métropole entière figée dans le temps, silenciée non par le passage des millénaires, mais par une volonté humaine implacable. Une capsule temporelle si vaste, si parfaitement préservée et si profondément perturbatrice, qu'elle oblige la science à déchirer ses certitudes et à poser la question que tout archéologue redoute. Quoi d'autre l'histoire officielle nous cache-t-elle? Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été trouvé en septembre 2020, nous devons oublier l'image classique des ruines effondrées. Imaginez marcher dans un endroit où les murs s'élèvent encore à 3 mètres de haut, où les fours gardent encore les cendres du dernier feu allumé, où des outils gisent dans les ateliers comme si les artisans étaient seulement sortis pour une pause et n'étaient jamais revenus. C'est la cité d'or d'Amenhotep III. Mais le nom « cité d'or » n'est qu'une étiquette réconfortante pour une énigme beaucoup plus sombre. La première fissure dans le récit traditionnel surgit dans la structure urbaine elle-même. Lorsque les archéologues ont commencé à retirer les lourdes couches de limon ancien et de sable, ils n'ont pas trouvé les lignes droites et logiques typiques de l'architecture impériale. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à quelque chose d'organique, presque extraterrestre pour les standards égyptiens. Des murs monumentaux en zigzag. Ils serpentent comme des serpents d'argile à travers les quartiers, créant des couloirs labyrinthiques, des niches aveugles et des points de contrôle inévitables. Pourquoi une société obsédée par la géométrie et la symétrie construirait-elle quelque chose d'aussi délirant? La réponse académique suggère une résistance au vent, mais un esprit investigateur y voit une autre fonction, le contrôle absolu. Ces murs n'ont pas été faits seulement pour supporter la nature, ils ont été conçus pour surveiller les hommes. Chaque courbe limitait la vision, chaque coin était un poste de guet naturel. La cité d'or n'était pas seulement le centre industriel de l'Empire, c'était une forteresse de vigilance continue. En nous enfonçant dans les entrailles de cet établissement, l'illusion d'un pôle d'artisans heureux et productifs commence à s'effondrer, laissant place à un scénario de production de masse sous une pression extrême. Les districts ont été conçus avec une ségrégation brutale, des quartiers résidentiels compressés, des zones industrielles colossales. Mais ce qui choque n'est pas l'échelle, c'est l'intimité de la paralysie. Dans la zone sud, la boulangerie de l'Empire révèle l'écho d'une machine étatique gigantesque. Des dizaines de fours et de récipients en céramique massif capables de nourrir une armée de travailleurs journaliers. Et là-dedans,
des grains intacts. Sur des récipients de viande, nous lisons la calligraphie méticuleuse d'un homme nommé K. Il a laissé enregistrer, avec une précision bureaucratique, le poids exact et la date de préparation de la viande pour le festival du Pharaon. L'Empire dans son efficacité administrative maximale. Des lignes de couture avec des aiguilles en os encore polies par la sueur de mains qui tissaient le lin le plus fin du monde connu. Du verre, de la faïence, de l'or, tout étant moulé fébrilement pour soutenir l'opulence divine de la cour. C'était une fourmilière humaine au sommet de son pouvoir économique, et puis l'effondrement, le silence absolu. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une machine de production si vitale soit soudainement éteinte? Dans l'histoire, les villes sont abandonnées pour 3 raisons: la guerre, une catastrophe naturelle ou la famine. Mais la Cité d'Or n'a pas de marque d'incendie, il n'y a pas de signe de bataille, et les greniers étaient pleins. La ville n'est pas morte de cause naturelle, elle a été assassinée par un décret. Mais avant que l'ordre d'abandon ne soit donné, quelque chose de sombre s'est produit dans les coulisses de ces rues surveillées. L'archéologie traditionnelle ignore souvent les détails inconfortables, mais ce sont eux qui racontent la véritable histoire. Cachés sous les sols de terre battue des maisons communes, non dans des cimetières sacrés ou des nécropoles isolées, les enquêteurs ont trouvé des anomalies macabres. Le premier était un squelette humain. Il n'a pas été déposé pour le repos éternel avec la dignité exigée par la religion égyptienne, obsédée par la vie après la mort. Cet individu a été trouvé sous le sol du salon, avec les bras rigidement étendus le long du corps et les genoux forcés l'un contre l'autre, attachés. Une position qui crie la violence, la punition ou pire encore, un rituel de contention. La doctrine égyptienne prohibait strictement la présence de morts dans l'espace des vivants. La maison devenait impure. Le cas, l'âme, était perturbée. Quel niveau de terreur ou de fanatisme ferait qu'une famille enterre quelqu'un attaché sous ses propres pieds au risque de la damnation éternelle? Juste après, dans le pâté de maisons adjacent, une autre découverte bizarre brise toutes les règles de l'égyptologie. Des restes de vaches et de taureaux adultes couchés, intentionnellement ensevelis à l'intérieur des chambres humaines. Le bétail était précieux, oui, dans certains contextes de temples, sacré. Mais vivre, dormir et manger sur les cadavres d'animaux de grande taille dans une zone d'habitation civile, cela transcende la logique économique ou la religion officielle. Cela sent le désespoir. Cela sent la magie défensive. Comme si les habitants, conscients d'une menace invisible et terrifiante, avaient eu recours à des rites interdits pour blinder leur maison d'un mal imminent. Un mal qui a fini par arriver. Pour dévoiler l'identité de ce mal, nous devons regarder vers le haut, vers le trône. Amenhotep III, le grand bâtisseur, a érigé ce lieu. C'était l'époque d'or, une ère de richesse incalculable. Mais le pouvoir absolu porte toujours la graine de sa propre destruction. À ses côtés, grandissant dans l'ombre des couloirs palatiaux, se trouvait son fils, un jeune homme qui changerait bientôt son nom pour Akhenaton, l'hérétique. Le récit conventionnel nous dit qu'Akhenaton fut le premier monothéiste idéaliste, un visionnaire qui aimait le disque solaire. Mais la réalité froide des faits et la poussière de cette ville suggèrent une figure beaucoup plus totalitaire. Quand Akhenaton a pris le pouvoir, il n'a pas seulement changé la religion, il a exécuté la plus grande restructuration idéologique et physique du monde antique. Il a déclaré la guerre à l'ancien ordre, aux anciens dieux et à tout ce qui représentait l'empire de son père. La Cité d'Or était le cœur de l'ancien système, et pour un fanatique, le cœur de l'ennemi doit cesser de battre. L'ordre a dû arriver rapidement. Non comme un conseil, mais comme un ultimatum militaire. Prenez ce que vous pouvez porter et marchez vers le désert vide, où la nouvelle capitale, Amarna, serait construite de toutes pièces. Laissez les fours, laissez les autels, laissez les pierres semi-précieuses, laissez même vos morts attachés sous le sol. Cela explique l'abandon soudain. Mais cela n'explique pas pourquoi la ville n'a jamais été pillée. Le bronze, le verre, les outils, des articles qui valèrent des fortunes, sont restés là, intacts, à la merci de n'importe quel voleur, à moins que la ville n'ait été condamnée. Des sceaux officiels trouvés sur les portes confirment la théorie la plus effrayante. La ville a été fermée par l'État, transformée en une zone d'exclusion, un tabou géographique. La punition pour quiconque y entrait n'était pas seulement la loi des hommes, mais la colère des dieux.
le site entier a subi un processus d'effacement forcé, une damnatio memoriae à l'échelle urbaine. Avec le passage des années, et après la chute du pharaon hérétique, Toutankhamon a tenté de restaurer l'ancien Panthéon. Il y a eu des plans pour faire revivre la Cité d'Or. Certains sceaux indiquent que les portes ont été brièvement rouvertes. Mais il était trop tard. Le sang de l'Empire avait déjà séché dans ses veines d'argile. Le jeune roi est mort avant d'achever la restauration. Et la ville, comme une relique maudite par l'histoire politique, a été rendue au désert. Et le désert a fait son travail, ensevelissant le scandale sous des mètres de sable, le rendant invisible même pour les générations de bâtisseurs qui sont venus par la suite. Ils marchaient au-dessus de ces rues sans connaître le labyrinthe mort sous leurs talons. La découverte de la Cité d'Or n'est pas seulement un triomphe de l'archéologie, c'est un avertissement sombre sur la fragilité de la vérité. Elle nous montre qu'une société entière, riche, complexe et bruyante, peut être éteinte, verrouillée et effacée de la mémoire collective en quelques semaines si ceux qui détiennent le pouvoir le souhaitent ainsi. Ce que les universitaires célèbrent comme une capsule temporelle, nous devons l'étudier comme la scène d'un crime historique parfait. Combien d'autres métropoles interdites? Combien d'autres rituels innommables? Combien d'autres vérités effacées par la bureaucratie du pouvoir ancien dorment encore sous les sables de Luxor, attendant que le vent change de direction? L'histoire que nous connaissons n'est que la fine croûte du sol sur lequel nous marchons. Le véritable passé, le passé sombre, complexe et censuré, est encore là-dessous, et il commence à peine à émerger.